La silhouette d'un homme se détachait devant une haute montagne, au sommet de laquelle une explosion allait se produire. Soudain, quelqu'un l'appela du nom de Li Yunxiao, et l'homme qui s'appelait Gu Feiyang ne comprenait pas qui l'appelait par un autre nom et s'il était vraiment mort. Des souvenirs qui lui semblaient étrangers commencèrent à refaire surface dans l'esprit de Feiyang, tandis qu'on continuait de l'appeler Yunxiao. Le garçon sursauta brusquement, reprenant ses esprits, comme s'il avait attrapé un morceau de craie qui volait vers lui. Pendant quelques secondes, l'homme ne comprit pas ce qui s'était passé, ni comment il avait atterri là. Tournant la tête vers la fenêtre, Feiyang remarqua une immense statue d'un homme dans la rue, et réalisa un peu plus tard que nous étions en 1033 selon le calendrier Tenku, ce qui signifiait que 15 ans s'étaient écoulés depuis sa mort dans les monts Tiandang. En observant attentivement la statue d'un homme adulte vêtu d'un long manteau, le garçon se reconnut en elle avant sa mort. Ses pensées furent interrompues par une voix féminine qui continuait de l'appeler par le nom de Li Yunxiao. Le garçon tourna la tête et se leva. Devant lui se trouvait un hall rempli d'élèves et d'un professeur qui le réprimandait pour avoir dormi en classe. Mais Feiyang n'accepta pas les paroles du maître et, réalisant qu'il n'était plus dans son corps, il comprit qu'il était né de nouveau. La voix forte du professeur ramena le garçon à la raison. Luo Yunchang, professeur à l'académie Jialan de l'état de Tianshui, a demandé à un élève combien de façons il existait de perfectionner une arme cachée. Feiyang regarda la jeune fille, l'étudiant attentivement. Pour un homme, la silhouette de la fille était magnifique, et son apparence suscita l'admiration. Feiyang se mit aussitôt à imaginer quelle belle jeune fille elle serait si on lui donnait une armure et une lame de glace chargée de chagrin. Elle serait même une réplique de l'impératrice de bataille du Lotus Rouge. Mais hélas, le maître des arts martiaux des 4 éléments n'est pas à la hauteur de l'impératrice elle-même. Soudain, le garçon remarqua que la fille le regardait droit dans les yeux, surprise. Luo Yunchang resta paralysée lorsqu'elle regarda à nouveau sa disciple. La jeune fille, experte en arts martiaux des 4 éléments, commença à perdre la raison au simple regard du garçon. L'enseignante, reprenant rapidement ses esprits et pensant qu'elle était peut-être simplement très fatiguée, se remit à crier, demandant combien de façons il y avait de traiter une arme courante. Pour Feiyang, c'était une question triviale, puisqu'il la posait maintenant à un maître en traitement d'armes de 9e niveau et de première classe, et le type lui répondit qu'il y avait 48 façons au total. L'enseignante Luo resta figée un instant, ne comprenant pas pourquoi le garçon avait répondu ainsi. En classe, tous les élèves se sont mis à rire de la réponse du garçon, disant qu'il était manifestement dépourvu de jugeote. Et l'un des étudiants, lui montrant le manuel sous le nez, demanda si Feiyang avait seulement ouvert le manuel, puisque M. Yang Di avait depuis longtemps identifié 36 méthodes. Feiyang, incapable de contenir sa surprise, traita Yang Di de gamin, lui rappelant les 12 méthodes que Gu Feiyang lui-même avait jadis mises en avant, et Yunchang ne put croire les paroles de son élève. Pendant ce temps, en classe, les élèves se remirent à rire de la réponse du garçon. Tout le monde s'est mis à rire si fort et à critiquer les propos du garçon que le professeur Luo a ordonné à tout le monde de se taire d'un geste brusque, en frappant du poing sur la table. C'est alors seulement que tous les élèves se turent à nouveau et reportèrent leur attention sur le professeur. Après que la classe se soit tue, le professeur Luo révéla que l'empereur martial Gu Feiyang n'était pas seulement le 3e meilleur artiste martial du continent Tianwu, mais aussi un maître de raffinement d'armes de 9e niveau et de première classe, et qu'il avait en fait découvert 12 techniques uniques de raffinement d'armes. Les élèves se mirent à chuchoter entre eux, surpris, car le manuel ne disait absolument rien à ce sujet. Mais cela n'a été mentionné nulle part, car une personne ordinaire ne peut maîtriser ces méthodes, et c'est pourquoi Yang Di ne les a pas évoquées. Alors que les élèves avaient du mal à croire les paroles du professeur, Yunchang pensait que si Feiyang était approché correctement, il pourrait développer ses compétences de façon exceptionnelle. Ayant décidé d'agir, le professeur a crié au garçon de ne pas croire que la lecture de documents supplémentaires était le summum de la perfection, et lui a demandé pourquoi il était nécessaire d'ajouter du sable de cristal céleste lors de la fabrication d'armes. Avant que le garçon puisse répondre, la fille ajouta que si Feiyang répondait correctement à cette question, il pourrait être dispensé du prochain cours. Le garçon, ignorant ses camarades de classe qui déclaraient que cette question était hors de propos puisqu'il fallait ajouter du sable pour fabriquer des armes, affirma qu'il n'était absolument pas nécessaire d'en ajouter, mais qu'un artisan ordinaire qui ne savait pas comment fusionner soigneusement les matériaux devait utiliser ce moyen pour simplifier le processus. Cette réponse a beaucoup inspiré l'enseignant, et la jeune fille, s'approchant,
a demandé pourquoi il était possible d'échouer en utilisant du sable dans le processus de fabrication. À la grande surprise de Maître Luo, Fei Yang répondit tout à fait correctement, expliquant que le sable de cristal céleste appartient à l'élément eau, et qu'il est donc impossible d'obtenir un résultat satisfaisant en le mélangeant avec un matériau appartenant à l'élément feu, par exemple. La jeune fille voulait connaître tout le savoir du garçon et lui demanda comment il était possible d'enlever le sable d'un alliage de cuivre écarlate et d'or brillant. Fei Yang a déclaré calmement que si le sable était considéré comme une impureté, il pouvait être éliminé de l'alliage par simple trempe. Yunchang eut un hoquet de surprise, n'en croyant même pas ses propres oreilles. La jeune fille comprenait maintenant pourquoi rien ne fonctionnait pour elle. Elle n'arrivait pas à croire avec quelle facilité cet homme avait accompli cette tâche, et son regard exprimait un profond mépris pour de telles questions. Le professeur Luo sortit précipitamment de la classe et cria à Yun Xiao qu'il devait venir au prochain cours. Après avoir demandé aux autres élèves de travailler de manière indépendante, les camarades de classe du garçon ne comprenaient toujours pas pourquoi le professeur Lo ne consultait que cet élève. Dès que la jeune fille fut partie, Fei Yang se leva lui aussi de son siège et se dirigea vers la sortie. En sortant lentement de la salle de classe, le garçon pensa qu'à l'avenir, il n'aurait plus à assister aux cours de Luo Yunchang. Puis, les mains derrière la tête, le jeune homme sortit calmement de la classe, sous le regard surpris des autres élèves. Lorsque Fei Yang disparut de la vue, un des garçons de la classe supposa que frère Yun avait retrouvé la raison. Au moment de la discussion, tous les jeunes se tournèrent vers leurs camarades de classe, assis à l'écart des autres, et lui demandèrent son avis. Le jeune homme aux cheveux violets leva la tête, regarda l'assistance et déclara que les exigences pour devenir maître de l'art du trempage étaient bien plus élevées que celles pour devenir maître des arts martiaux, et que Fei Yang n'avait même pas encore ouvert ses canaux de chakra. Tout le monde rit en même temps, constatant que le vieil homme avait raison. À ce moment-là, Fei Yang sortit dans la rue et aperçut devant lui la capitale de l'état de Tianshui. Le type n'arrivait toujours pas à croire que cet apprenti idiot, Yan Di, ait eu la chance de devenir un maître dans l'art du trempage. En continuant sa marche sur la rue principale, l'homme remarqua une statue que Yan Di avait peut-être spécialement créée en son honneur, afin d'être encore plus respecté. 15 ans plus tard, Gu Feiyang se réincarna dans le corps de Li Yunxiao, et contempler sa réplique de pierre fut certainement une épreuve psychologique difficile pour lui. Au bout d'un certain temps, le jeune homme atteignit enfin la pagode des maîtres de l'art de la trempe, et, se tenant devant la haute tour, Fei Yang pensa qu'il était vraiment dommage qu'il soit maintenant si faible, car ce jeune homme, dans le corps duquel il se trouvait maintenant, n'avait même pas de canaux de chakra ouverts. D'une manière ou d'une autre, dans sa vie antérieure, il occupait lui-même la 3e place du classement des grands maîtres du continent Tianwu, mais il lui faut maintenant trouver un moyen de réintégrer le top 3. Tout d'abord, je dois trouver Yang Di pour qu'il remette le corps de Yun Xiao en état. Au mieux, il pourrait retrouver ses forces en quelques années seulement, s'il faisait vraiment de son mieux. D'ici là, en appliquant la technique de culture des 2 vies, Fei Yang doit s'efforcer de s'élever encore plus haut que son ancien lui. Les canaux du corps actuel de Fei Yang étaient complètement secs, et la première chose qu'il devait faire était de trouver Yang Di pour l'aider à les nettoyer. En entrant dans la tour, le garçon fut accueilli par la secrétaire de la guilde des alchimistes de l'état de Tianshui, Lu Yao, qui salua aimablement le jeune homme et lui demanda comment elle pouvait l'aider. Fei Yang, un peu surpris, répondit qu'il cherchait Yan Di et lui demanda s'il était là. Lu Yao, ne comprenant pas bien la question, demanda à l'homme s'il parlait de l'ancien président de la guilde. Fei Yang commença à supposer que Yan Di ne semblait pas être là. Constatant le malentendu, la secrétaire expliqua que M. Di avait été président il y a 20 ans. C'était un gros problème pour Fei Yang, car il avait espéré demander à cet homme de fabriquer des pilules pour une découverte majeure. Mais maintenant, il allait devoir réparer les dégâts lui-même. Gu Feiyang était un génie renommé des arts martiaux et de l'alchimie sur tout le continent de Tianwu. Il était non seulement reconnu comme alchimiste de 9e niveau, mais aussi comme membre du Conseil des 7 anciens de la Guilde des alchimistes. Ses exploits martiaux étaient légendaires, ce qui lui valut le titre d'exterminateur de troupes et la reconnaissance de son statut de maître de premier ordre dans le royaume céleste. À présent, ses disciples glorifient son nom à travers le monde, et Fei Yang lui-même est finalement devenu une entité insignifiante, ses canaux énergétiques étant asséchés. Étant donné que ce corps a déjà plus de 15 ans, si ces canaux ne sont pas dégagés rapidement, il sera tout simplement impossible d'atteindre l'objectif visé.
Remettant le morceau de papier à la jeune fille, Fei Yang expliqua qu'il avait écrit une recette et qu'il avait besoin de trouver tous les ingrédients. Luyo s'apprêtait à aider joyeusement cet homme quand soudain quelqu'un l'a appelé. Jiarong, le maître alchimiste de la guilde des alchimistes de l'état de Tianshui, demanda à la secrétaire de se dépêcher, car M. Liang avait déjà commencé ses recherches pour retrouver la jeune fille. Yao, tenant la liste du garçon entre ses mains, a déclaré que cet élève lui avait demandé de trouver des ingrédients, mais qu'apparemment, elle était maintenant obligée de chercher M. Liang. Jiarong s'approcha et s'intéressa à la liste du type. Elle voulut y jeter un coup d'œil. Fei Yang voyait en cet homme un alchimiste de premier niveau. Mais pour une raison inconnue, il était très attiré par l'insigne jaune accroché à la poitrine de l'homme. Après avoir lu la liste, Zhong a simplement froissé la feuille de papier, la qualifiant de recette étrange. Sans hésiter, l'homme jeta de côté le morceau de papier déjà froissé. Auparavant, chaque recette créée par Fei Yang était un trésor inestimable, mais cet idiot l'a prise pour un simple morceau de papier, ce qui a mis le type très en colère. Rong a reçu l'ordre d'aller rapidement voir M. Liang. Et avant que la fillette ne s'enfuie, l'homme lui a rappelé que ce n'était pas un endroit pour les enfants. Fei Yang a déclaré que Jiarong avait été promu il y a 7 jours. Mais l'homme a corrigé l'autre, en lui faisant remarquer que tout le monde était au courant de sa promotion depuis 5 jours, ajoutant qu'il fallait s'adresser à lui en utilisant le pronom « vous ». Au moment où l'homme s'apprêtait à partir, Fei Yang lui demanda s'il était réellement alchimiste. Rong ne comprenait même pas ce que voulait dire le jeune homme. L'homme fut attiré par la couleur gris foncé des mains de l'alchimiste, ainsi que par le fait qu'elle pèle, ce qui signifiait qu'il avait dû entrer en contact avec la pierre de l'au-delà et qu'il l'avait fait afin d'augmenter frauduleusement ses capacités lors de la certification. L'odeur d'orchidée de feu sanglante qui émanait de l'homme indiquait clairement qu'il voulait l'utiliser pour éliminer les effets secondaires de la pierre de l'au-delà. Jiarong s'arrêta brusquement et regarda le garçon avec surprise. Et l'homme a continué à expliquer qu'il avait également senti une légère odeur de pierre de soufre tigrée, ce qui signifiait que c'était le matériau principal utilisé pour fabriquer l'arme. L'homme se figea d'horreur, ne comprenant pas comment un garçon aussi jeune pouvait comprendre de telles choses. Après avoir déclaré que cela n'avait aucun sens, l'homme fit demi-tour, souhaitant partir au plus vite. Mais l'homme a continué en affirmant que cette satanée orchidée de feu avait en réalité de terribles effets secondaires, et que désormais, chaque jour à midi, les points vitaux de l'homme, situés au niveau de la tête, du cou et de l'estomac, se manifestaient. Rong se retourna, choqué, vers l'homme, ne croyant pas ses paroles. Pour narguer encore davantage l'homme, Fei Yang fit remarquer combien il était triste qu'un alchimiste aussi talentueux soit gâché, car pour sauver sa vie, il devrait se débarrasser de son bras droit et de son dentier. Effrayé, Rong a dit à l'homme de ne pas oser l'intimider. Et l'homme, se dirigeant vers la sortie, a simplement ajouté qu'il voulait juste parler à cet homme d'une façon de résoudre ce problème. Dès que Rong a entendu cela, l'homme a couru vers le garçon et l'a forcé à lui enseigner ce métier. Mais lorsqu'il se retrouva face à face avec cet homme, Jiarong s'écarta brusquement. Un simple regard de Fei Yang le rendit nerveux. Le regard incandescent du jeune homme figea l'homme sur place, horrifié. Il trouvait étrange qu'un gamin puisse être capable d'une telle chose. Mais l'homme n'avait pas d'autre choix, et Jiarong dut s'incliner devant lui, le suppliant de lui révéler un moyen d'éliminer les effets secondaires. Tandis que l'homme s'inclinait devant cet individu apparemment ordinaire, les gens commencèrent à s'attrouper autour de lui, sans comprendre ce que faisait l'alchimiste. Fei Yang ne répondit pas, mais demanda seulement où se trouvait sa liste d'ingrédients. Rong se souvenait avec horreur d'avoir récemment froissé cette liste et de l'avoir jetée, la jugeant absurde. Craignant d'être découvert, l'homme était prêt à tout et courut rapidement chercher la liste des ingrédients qu'il tendit au type. Tous les regards étaient tournés vers la scène, surpris. Pendant ce temps, Fei Yang prit calmement la liste dans sa main. Et à la surprise générale, il s'est mouché directement sur ce morceau de papier. L'homme froissa la liste dans sa main et la tendit de nouveau à Jun. Après avoir précisé qu'il avait besoin de tous les ingrédients figurant sur la liste, Fei Yang a ajouté qu'une fois que l'homme aurait tout réuni, il pourrait le trouver à l'Académie Jialan. Le jeune homme jeta l'objet directement aux pieds de l'alchimiste et lui dit finalement de se souvenir que son nom était Li Yunxiao. Cet homme avait compris que la réputation ne s'acquiert pas facilement et qu'il faut la mériter. Immédiatement après ces mots, la silhouette imposante d'une bête apparut derrière l'homme. Rong commença à avoir une peur panique de ce garçon, sachant que lui seul pouvait l'aider. Alors que Fei Yang quittait la tour, il déclara que la main droite de l'homme ne tiendrait plus que 3 jours. S'il arrivait en retard, il ne pourrait plus jamais pratiquer l'alchimie.
Jarong voyait certains ingrédients pour la première fois et il était impossible de tous les rassembler en si peu de temps. Mais Fei Yang, afin de convaincre l'homme qu'il ne le trompait pas, lui conseilla de prendre des feuilles de bambou avec du ginseng du loup comme médicament, car cela aiderait à soulager la douleur, et le bras pourrait tenir encore quelques jours. Dès que l'homme fut parti, Zhong se retrouva seul avec des personnes curieuses, intéressées par ce qui venait de se passer. Ce garçon n'était ni un guerrier, ni un alchimiste, mais l'homme ressentit tout de même une peur primale à ses côtés. Cela ne fit qu'attiser la colère de Jiarong, car il pensait déjà qu'une fois son problème résolu, il en finirait définitivement avec Li Yunxiao. Entre-temps, Lu Yao a réussi à joindre Monsieur Liang, qui s'intéressait lui aussi à l'arrivée de l'adolescent. Liang Wenyu, alchimiste de 2e niveau, apprit de la secrétaire que le garçon avait demandé à la fille de trouver la racine d'âme de la grue et le lotus blanc du phénix et du dragon, ce qui était très étrange. L'homme savait que ces ingrédients étaient utilisés pour augmenter le niveau de puissance de combat, mais le garçon ne comprenait toujours pas pourquoi. Après avoir demandé à Yao si elle se souvenait d'autre chose du cri, la jeune fille commença à se rappeler la fleur de plume noire du diable, le fruit Yamaraja, le lait du vide, la fleur de Shiva et le thé des célestes. À la vue de cette liste d'ingrédients, Wenyu s'est immédiatement intéressé au garçon et a cherché à connaître son nom et comment le contacter. Yao était surtout préoccupée par le fait qu'elle travaillait dans la guilde depuis 3 ans sans jamais avoir entendu parler de tels ingrédients. Wenyu lui-même ignorait certaines de ces herbes, mais il ne pouvait que supposer qu'en les mélangeant, on pouvait obtenir un remède très puissant pour un pratiquant d'arts martiaux. Le résultat de la combinaison de certains ingrédients était totalement inconnu de l'alchimiste, et il ordonna à Yao, si ce jeune homme réapparaissait, d'essayer de l'arrêter et de l'en informer immédiatement. Pendant ce temps, Fei Yang arpentait les rues de Tianshui, pensant que Jiarong aurait probablement beaucoup de mal à trouver ces ingrédients et que ce dernier ne pourrait pas compter sur l'alchimiste. Il était donc nécessaire de trouver une autre solution. Pour commencer, le type a décidé de voir comment l'anneau de stockage de Yunxiao pouvait lui être utile. Lorsque j'ai passé la bague à mon index, le bijou s'est mis à scintiller. L'anneau se mit à fonctionner et toutes les affaires de Yunxiao apparurent devant les yeux de Fei Yang, parmi lesquels un tas de bric-à-brac et même une sorte de laxatif. Mais soudain, le jeune homme remarqua une épée très intéressante. Cette lourde épée en fer pourrait s'avérer utile, mais l'arme elle-même pèse environ 16 kg et l'épée était véritablement impossible à soulever. Il valait la peine de tester la lame en action avant que Fei Yang n'ouvre les 7 canaux de chakra. Se dirigeant vers la porte principale de l'académie Jialan, l'homme décida que lorsqu'il parviendrait à concentrer le Xi originel, il se forgerait une nouvelle arme, mais qu'en attendant, il se promènerait avec l'épée qu'il avait trouvée. Alors qu'il se dirigeait vers l'académie, quelqu'un lui barra immédiatement le chemin. Alors qu'il faisait un pas de plus, une main se tendit aussitôt vers lui. Fei Yang parvint à esquiver le coup imminent au dernier moment. Après avoir esquivé, le jeune homme continua de serrer fermement son épée, apercevant 2 hommes devant lui. Du Fang et Luo Jie ont déclaré que le garçon avait réussi à se faire remarquer aujourd'hui, ce qui, bien sûr, n'a pas été toléré par ses autres camarades de classe. C'était la première fois que Fei Yang voyait ces gars-là, mais il savait déjà qu'il ne pouvait pas simplement partir. Mais soudain, Han Bei et Chen Zhen se dressèrent devant lui, manifestement désireux de protéger le garçon, et le jeune homme supposa qu'il s'agissait probablement d'amis proches de Yunxiao. Mais Fang et Ji lui ont rappelé que le garçon avait fait trop de bruit lors de la leçon précédente. Frère Lan a donc demandé à régler ce problème, et pour ne pas perdre de temps, les gars ont décidé de passer à l'attaque d'abord. Bai et Zhen, voulant aider leur ami, se précipitèrent vers les agresseurs en criant qu'ils ne permettraient pas que Yunxiao soit blessé. Le premier à s'affronter fut Du Fang contre Han Bai, qui s'efforça d'utiliser au maximum ses connaissances et sa force. Les garçons se sont agrippés les uns aux autres et ont eu une force égale pendant un moment. Mais soudain, Han Bei parvint à repousser Fang, le faisant voler en arrière. Zhen, ayant rattrapé son ami, remarqua que ce dernier semblait n'avoir ouvert que 4 canaux de chakra, juste pour égaler le niveau de l'ennemi. Mais Luo Ji, se croyant plus fort, fut le premier à attaquer. Après avoir frappé, Ji a crié qu'il semblait que Bai s'était réjoui trop tôt. Bai tendit la main et frappa le poing de son adversaire, mais sa force était en effet inférieure et, sous la violence du coup, la main de ce dernier se brisa. Han Bei recula rapidement en se tenant le bras cassé. À ce moment-là, une foule d'étudiants s'était rassemblée autour d'eux, observant le combat avec intérêt. Ji, pensant que ses adversaires allaient maintenant se rendre, resta attendre qu'ils partent d'eux-mêmes.
Mais soudain, quelqu'un l'interrompit. La princesse Qin Ruxue, de l'état de Tianshui, s'avança et invita le jeune homme à montrer ce dont il était capable, ajoutant qu'elle ne permettrait pas que Yung Xiao soit offensé. Fei Yang, qui se tenait derrière les autres, aperçut la princesse et réalisa que cette version de lui-même, apparemment sans valeur, avait au moins réussi à nouer des relations qui pourraient s'avérer très utiles à l'avenir. Du Feng, réalisant qu'il n'avait aucun droit de diffamer la réputation de la princesse, s'apprêtait à partir avec Luo Jie. Mais dès que les garçons se retournèrent pour partir pour l'académie, Fei Yang les appela. Pour attirer l'attention de tous, le jeune homme a crié aux personnes qui partaient « Comment ose-t-elle s'enfuir après avoir tabassé mes amis ?» Du Feng se tourna vers l'homme, perplexe, sachant qu'il n'avait pas la force de lui résister. Mais Fei Yang, au contraire, continua de parler en traînant une lourde épée derrière lui. Après avoir déjà protégé ses amis de son corps, l'homme déclara qu'il était simplement intéressé par la différence entre une personne possédant 5 chakras et une autre n'en possédant aucun. Cela ne fit qu'exciter davantage Luo Jie, et le type commença à s'échauffer les mains en vue d'un combat. Mais Du Feng s'est porté volontaire pour affronter lui-même cet homme, pensant que ce serait le combat le plus facile. Se précipitant vers l'homme, Feng commença à activer son pouvoir tout en courant, se réjouissant de cette opportunité. Et dès que les deux hommes commencèrent à se battre, les amis de Fei Yang regardèrent l'individu avec horreur, et la princesse Ruxue détourna même le regard. On a entendu un cri tout autour. Soudain, Luo Jie fut si surpris que sa bouche s'ouvrit toute grande et qu'il resta paralysé. Les amis de Yun Xiao regardèrent leurs camarades de classe avec incompréhension. À ce moment-là, Fei Yang, au lieu d'attaquer l'ennemi, lui donna simplement un coup de pied dans l'entrejambe, ce qui fit plier Feng en deux de douleur. Le choc fut si violent que Du Feng hurla dans toute l'académie, incapable de retenir ses larmes. Puis l'homme s'est effondré au sol, se tenant l'endroit où il avait été frappé et continuant à hurler de douleur. Jie s'apprêtait à confronter son camarade de classe, mais Fei Yang répondit seulement qu'il n'avait rien fait de tel et qu'il avait simplement levé la jambe. Les gens autour d'eux se mirent aussitôt à murmurer quelque chose comme ça, quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu de la part de Yung Xiao. Luo Jie ne pouvait pas croire à ces inepties, car il était impossible de faire tomber Feng par accident. Et, loin de se résigner à une telle défaite, l'homme a crié qu'il ne pardonnerait pas un tel traitement et a commencé à activer sa puissance. La foule continuait de chuchoter, disant que les chaînes de Yung Xiao n'étaient pas encore ouvertes et que c'était une idée stupide de se précipiter dans les ennuis. Désireux de venger Du Feng, Jie chargea Fei Yang qui se tenait calmement. La princesse cria fort au garçon de courir, mais le jeune homme qui se trouvait dans le corps de Yung Xiao n'allait pas abandonner si facilement, et brandissant son épée, il commença à attendre le coup. Un éclair retentissant a retenti lorsque Jie a frappé, et au début, on ne savait pas qui avait survécu au combat. Mais ce que tout le monde vit ensuite laissa les élèves de l'académie bouche bée de surprise. Fei Yang porta son épée avec une grande précision, faisant en sorte que le coup de poing atterrisse directement sur la lame. Jie ressentit une douleur aiguë au bras et put difficilement contenir ses émotions. Et une seconde plus tard, se saisissant la main dont les doigts étaient entaillés par l'épée, l'homme hurla de douleur, tout comme Du Feng quelque temps plus tard. Pour achever l'ennemi, Fei Yang frappa l'homme entre les jambes, le faisant, tout comme son ami, se plier en deux et tomber au sol. Jie commença alors à ressentir une douleur aiguë dans tout le corps, et l'homme continua de hurler, oubliant qu'il voulait se battre. Satisfait du résultat, Fei Yang resta simplement debout, impassible, à regarder Jie gisant au sol. La foule d'étudiants regardait avec horreur leur camarade, presque le plus fort de sa classe, gisant au sol, et n'arrivait pas à croire qu'un Yun Xiao aussi faible ait pu gagner. Personne ne s'attendait à ce que Jie soit assez stupide pour ne même pas pouvoir résister à la lame. Pendant ce temps, Fei Yang, appuyé sur son épée, déclara que le garçon n'était même pas capable de se mesurer à plusieurs disciples de rangs inférieurs. De plus, Jie avait levé la main contre les amis de Fei Yang, et il allait le payer cher. Luo Jie, hurlant toujours de douleur, commença à supplier qu'on cesse de lui infliger davantage de souffrance. Mais avant même qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, Fei Yang lui asséna un coup de pied de toutes ses forces avec une jambe. Puis il l'attrapa par la peau du cou, voulant le jeter contre le mur, tandis que Du Feng, s'étant relevé, voulut s'enfuir à ce moment-là. Mais les deux hommes se retrouvèrent dos au mur, à bout de force et incapables même de se relever. Jie avait tellement peur qu'il s'est même fait pipi dessus. Et Fei Yang, s'approchant, se contenta de rire de l'homme, ce qui sema la peur parmi tous ceux qui l'entouraient. Une fois le combat terminé, Han Bai dispersa la foule de spectateurs.
tandis que Jen courut vers son ami et s'exclama, lui demandant si le jeune homme avait vraiment ouvert les canaux de chakra. Fei Yang, ravi, a déclaré que c'était assez simple. Et pour ne pas éveiller les soupçons, l'homme a ajouté que tous deux s'étaient exposés volontairement à ces attaques. Seule la princesse Ruxu regarda son ami avec surprise, doutant même qu'il s'agisse réellement de Yun Xiao et non de quelqu'un d'autre. Les clans. Du et Luo s'étaient toujours opposés au clan Li, et la jeune fille commençait à craindre qu'il ne profite de cette occasion pour s'opposer ouvertement à Yun Xiao. Pour Fei Yang, cela ne posait aucun problème et il n'avait même pas peur des agresseurs. Désormais, même sans ouvrir ses canaux de chakra, le type pouvait se battre avec sa nouvelle épée. Pour ne pas inquiéter la princesse, le jeune homme planta son épée dans le sol à côté de ses adversaires gisant au sol. Et il déclara que, dans ce cas, si quelqu'un n'osait l'attaquer, il lui couperait tout simplement sa dignité. Puis, jetant son arme par-dessus son épaule, Fei Yang se prépara à rentrer au dortoir, tandis que Ruxu criait à quel point le type était effronté, car il s'était créé beaucoup de problèmes. Chen Zhen tenta de calmer la princesse, lui disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant, et que même si d'autres clans osaient soudainement envoyer des assassins à l'académie, ils réagiraient certainement. Mais Han Bei a rappelé que si certains étudiants recouraient à la violence, les autres n'auraient d'autre choix que de fermer les yeux. Ruxu comprit immédiatement qu'il parlait de Lan Feiye. Tout le monde savait que Du Fang était le larbin de cet homme, et Lan Fei avait déjà ouvert le 7e chakra et pouvait rapidement concentrer son ki. Il allait maintenant devenir un véritable guerrier. Il existe un fossé énorme entre un véritable guerrier et un élève en arts martiaux, et Fei Yang pourrait avoir du mal à se défendre. Entre-temps, le garçon avait déjà rejoint son dortoir. En entrant dans le bâtiment, le jeune homme songea qu'il serait difficile, dans les circonstances actuelles, de le considérer encore comme un étudiant. Il est temps de devenir plus fort, et les canaux des chakras peuvent attendre pour l'instant, car il faut d'abord renforcer tous les os. Et pour cela, Fei Yang allait utiliser sa technique secrète. Un jour, une réunion eut lieu sur le continent de Tianwu, où 10 des plus puissants pratiquants d'arts martiaux reçurent des titres, qui désignèrent par la suite 10 empereurs chargés de promouvoir le summum des arts martiaux auprès des masses. Et l'empereur le plus puissant, Hao Changkun, reçut le titre de tyran céleste. La technique du tyran céleste est un enseignement oublié qui a été transmis par accident à Gu Feiyang. Il s'agit de la technique la plus puissante au monde, et cet homme l'avait reçue par le passé. Mais à cause de sa mort, il n'a jamais pu la mettre en pratique. Et maintenant, puisque Fei Yang est dans le corps de Yun Xiao, c'est une excellente occasion de mettre cette technique à l'épreuve. L'homme se tenait sur les mains et les pieds comme s'il allait faire des pompes au sol. Il croisa les bras et essaya de s'entraîner. Mais cette technique lui fut initialement très difficile à maîtriser. Et sans même avoir tenté une approche, Fei Yang s'est effondré au sol. L'homme n'avait plus assez de force pour le répéter. Cette terrible technique commença à déchirer Fei Yang de l'intérieur, et il comprit pourquoi Changkun était si fort, car s'il venait à peine de commencer, il était déjà épuisé. Grâce à cette technique secrète, le jeune homme n'ouvrira pas ses canaux de chakra, mais pourra atteindre le niveau d'un empereur. Fei Yang décida donc de faire de son mieux pour devenir plus fort. Il a jadis occupé le 3e rang parmi les 10 empereurs martiaux et a toujours fait preuve d'un talent, d'un courage et d'une détermination sans faille. Se remémorant sa vie antérieure, Fei Yang tenta d'utiliser une seconde fois la première forme de la technique secrète du tyran céleste. De retour dans sa position initiale, l'homme commença à se pencher, mais étant donné que son corps n'avait pas beaucoup de force, il dut faire un effort considérable. En tentant d'atteindre son objectif, le jeune homme, faute de force, a perdu l'équilibre et a fait une chute spectaculaire contre le mur. Fei Yan a violemment projeté son visage contre le mur et a craché du sang avant de se laisser aller en arrière. Le garçon pensait que si le tyran céleste pouvait le faire, alors lui aussi le pouvait, car le jeune homme deviendrait certainement plus fort. Et pour cela, Fei Yang était prêt à étudier autant que nécessaire. Le gars a donc perfectionné sa technique toute la nuit et jusqu'au matin, en y mettant tout son cœur. Le lendemain, le jeune homme se rendit à l'académie Jialan, dans la zone d'entraînement à la gravité. Et sur le chemin de l'académie, Fei Yang fut envahi par un sentiment de nostalgie, car plusieurs décennies auparavant, il était le même élève, écoutant diverses histoires sur de grands héros et s'entraînant pendant des jours entiers. Il a fait tout cela uniquement pour suivre la voie du plus fort. Maintenant, il doit recommencer tout ce processus. L'homme a également fait remarquer que la majorité des élèves qui fréquentent l'académie volontairement sont toujours issus de familles pauvres.
Parvenu au hall d'entraînement de l'attraction décuplée où se trouvait le téléporteur, Fei Yang décida de commencer par la chambre d'attraction. L'homme sortit un petit cristal, le posa dans sa paume, après quoi la pierre s'envola dans les airs au-dessus du portail. En pénétrant au centre du téléporteur, la pierre se dispersa et le jeune homme put se rendre dans la salle d'entraînement. À peine y était-il entré que Fei Yang disparut. Mais même se déplacer via le téléporteur lui était très difficile. Après s'être téléporté, l'homme tenta de reprendre son souffle. 10 fois plus d'attraction, et le corps de Yun Xiao tenait déjà à peine le coup. Mais heureusement pour Fei Yang, il était mentalement préparé à cela. Reprenant son souffle, le jeune homme se retrouva dans la salle d'entraînement à l'attraction décuplée, où étaient assis de nombreux étudiants. L'établissement comptait environ 200 chambres, et dans le hall principal, de nombreux étudiants attendaient déjà leur tour. Décidant d'utiliser la vision spirituelle, l'homme essaya de déterminer quelle pièce serait la plus appropriée. En regardant la chambre numéro 13, il devint évident qu'elle serait la première à partir. Il fallait maîtriser rapidement la première forme de la technique, et l'homme se dirigea directement vers la bonne porte. En se dirigeant vers la pièce, Fei Yang essaya de rassembler ses idées. Et lorsque viendra le moment d'ouvrir ses canaux grâce à des médicaments, il sera prêt mentalement et physiquement. Le jeune homme avait à peine atteint la porte que celle-ci s'ouvrit soudainement et quelqu'un en sortit. L'homme qui partait était très surpris que quelqu'un occupe la salle de formation aussi rapidement. Les élèves, s'en apercevant, regardèrent Fei Yang avec surprise. Ici, tout le monde faisait la queue et pouvait y rester une journée entière pour entrer. Et le fait que ce type ait pu entrer si rapidement a laissé tout le monde perplexe. Au moment où Fei Yang s'apprêtait à partir pour l'entraînement, quelqu'un lui barra le chemin. Levant la tête, le jeune homme aperçut un homme qui se présenta comme Yu Hezeng, un disciple aux 7 chakras, et qui déclara que c'était sa chambre. Fei Yang, après lui avoir dit d'aller se faire voir, essaya de ne pas prêter attention à la personne qui s'en mêlait. Les étudiants ont perçu cela comme une humiliation pour un étudiant de très haut rang. Et Hezeng, ne pouvant tolérer un tel traitement, proposa au garçon que s'il cédait sa chambre, il pourrait compter sur sa réputation à toute occasion propice à l'avenir. Pour Fei Yang, tout cela n'avait aucune importance, et le garçon continua à marcher dans le hall. Hezeng était furieux d'une telle impudence. L'homme éclata de rire, assez fort pour que toute la salle d'attente l'entende, et s'indigna qu'une personne aussi méprisable ose lui parler sur un tel ton. Décidant d'inculquer les bonnes manières au jeune homme, Hezeng activa toute sa puissance, bloquant le passage du garçon. Ces pitreries commencèrent à attirer l'attention d'un nombre croissant d'étudiants, et la moitié d'entre eux avaient déjà oublié leur entraînement, curieux de voir comment tout cela allait se terminer. Tout le monde autour de soi a commencé à chuchoter que Hezeng concentrait son énergie Qi, et que la semaine dernière, il avait même ouvert son 7e chakra. Hezeng, se préparant à attaquer l'homme, déclara qu'il lui casserait toutes les côtes. La rage de cet homme était immense, mais elle n'a pas du tout effrayé Fei Yan. Le jeune homme remarqua le poing du tigre de Hezeng et dit qu'il avait l'air correct, mais que la technique du poing du tigre de la montagne exigeait non seulement un rugissement puissant, mais aussi une attaque bien synchronisée. Et le garçon ne savait pas comment maintenir sa forme. Il n'avait donc pas le courage. Ces critiques publiques ont porté un coup dur à Hezeng. Il devint donc encore plus furieux, et criant à l'homme d'arrêter ce cirque, il se prépara à frapper. Il balança les bras et s'apprêtait à saisir Fei Yang, qui marchait calmement vers son but. Mais le jeune homme n'a eu besoin que d'une seconde pour se retourner. Prenant position, Fei Yang fixa l'agresseur du regard, le figeant de peur. Une tête de dragon apparut derrière l'homme, anéantissant la volonté de l'ennemi d'un seul regard. Hezeng resta figé sur place, horrifié. Il ne comprenait même pas ce qui se passait, et pourquoi il commençait à ressentir une peur insurmontable. Son poing aurait dû écraser l'homme depuis longtemps, mais pour une raison inconnue, il commença à se sentir mortellement menacé. La main de Hezeng était déjà presque au niveau du visage de Fei Yang, qui n'avait pas peur du tout. Son adversaire eut l'impression d'être englouti par l'univers, comme s'il s'était figé en plein vol, ayant perdu la notion du temps. Hezeng finit par comprendre que l'homme attendait son attaque, et n'arrivait pas à croire qu'il était tombé dans un tel piège, pensant que sa force physique devrait largement suffire à tuer le jeune homme. Mais Fei Yang, de façon inattendue, a saisi fermement la main de l'homme. Pendant un instant, Hezeng ne sut même plus quoi faire, et le jeune homme tira brusquement son adversaire vers lui, tout en continuant de lui tenir fermement la main. Hezeng fut repoussé sur une courte distance par cette attaque, et pour tenter de garder son équilibre, l'homme commença à se tenir la main. Et Fei Yang, se préparant à attaquer, pensa que sans le corps de Yun Xiao,
il aurait certainement achevé cet étudiant, mais il ne lui avait cassé que le bras. Personne autour de soi ne comprenait ce qui s'était passé en regardant l'homme qui tenait son bras cassé. Mais He Zheng comprenait que, quoi qu'il arrive, Fei Yang manquait totalement d'énergie. Et bien que ses mouvements fussent parfaits, il manquait de force. Au moment où l'homme s'apprêtait à attaquer le garçon, quelqu'un l'arrêta soudainement. Se retournant, l'homme aperçut la jeune fille qu'il avait arrêtée. Et He Zheng se mit à la supplier de lui accorder au moins 5 minutes de plus pour s'occuper de cet insolent. Mais Luo Lando a déclaré que Fei Yang avait occupé le passage menant à la pièce en premier et avait le droit d'y entrer. Fei Yang regarda la jeune fille et comprit de qui ses amis avaient là parlé la veille. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que, malgré sa capacité à s'améliorer, le garçon parvienne à perfectionner ses compétences. Cependant, les compétences sans la force nécessaire sont totalement inutiles, et Lando était certain que le pari ne fonctionnerait pas. Fei Yang approuvait parfaitement ses propos. La jeune fille expliqua donc que, pour cette raison, le garçon ne la vaincrait jamais, car elle devenait de plus en plus forte à chaque fois, et que le garçon, bien qu'appartenant au clan Li, n'avait ni talent ni avenir. La jeune fille ne comprenait donc pas pourquoi il endurait tout cela. He Zheng, apprenant que Fei Yang était du clan Li, se souvint de ce même jeune maître connu pour son incompétence. À présent, tous ceux qui l'entouraient comprirent pourquoi il ne ressentait pas l'énergie de cet homme. Selon les rumeurs, son corps était totalement inadapté à la cultivation, et même les alchimistes expérimentés ne pouvaient rien faire pour l'aider. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Yun Xiao essayait de conquérir le cœur de Lando. Mais dès qu'elle l'avait vaincu, il avait immédiatement abandonné. Fei Yang se retrouva soudain plongé dans les souvenirs de Yun Xiao, à qui Lando avait clairement fait comprendre que son mari devait être un héros puissant, capable de rétablir l'ordre dans l'État, et que peu importait votre position si vous étiez un piètre combattant. Ses pensées furent interrompues par le rire strident de He Zheng, après avoir appris que Yun Xiao essayait de conquérir le cœur de la jeune fille. Mais l'homme cessa rapidement de rire dès que le jeune homme entra dans la pièce. Fei Yang ne combattrait pas He Zheng, et comme il se fichait de ce qu'il pensait de lui, il entra tranquillement dans la pièce. Dès qu'il fut entré, la porte se referma, laissant les autres dans le couloir. Tout cela fit beaucoup réfléchir Lando. Mais He Zheng ne comprenait pas comment un tel inconnu sans talent pouvait le faire trembler rien qu'avec son regard. Et pire encore, He Zheng avait complètement perdu l'envie de résister à cet homme. Au moment de partir, Lando répéta une dernière fois à l'homme que Yun Xiao avait raison, car le poing de He Zheng avait du pouvoir, mais sa forme était vide, et s'il maîtrisait bien les bases, il pourrait facilement arrêter Yun Xiao. Les élèves présents dans le hall se mirent à rire du perdant, qui ne pouvait tout simplement pas pardonner une telle humiliation devant tout le monde. Entre-temps, Fei Yang s'était déjà retrouvé dans la salle d'entraînement. Devant lui se dressaient des statues en fer noir, vieilles de plus de 100 ans. Peu importe d'où ils viennent ou de quelle époque ils appartiennent, ils ont suivi un entraînement long et minutieux pour emprunter la voie des plus forts. Mais ce n'était pas le moment de l'admiration, et Fei Yang se prépara à récupérer. Après avoir ouvert les canaux des chakras et éveillé l'énergie Qi, le garçon atteindrait le sommet du 9e rang en 10 ans, et plein de confiance, le jeune homme commença son entraînement. L'entraînement était trop dur, et à chaque échec, Fei Yang tombait à la renverse contre le mur. Pendant tout ce temps, il avait de nombreuses blessures d'où le sang avait déjà commencé à suinter. Sous l'effet d'une attraction décuplée, la forme du soleil et de la lune s'est avérée plusieurs fois plus importante. Fei Yang pensait qu'il lui faudrait moins de 3 jours pour atteindre le niveau requis en arts martiaux, et que la probabilité qu'il parvienne à maîtriser son chakra pendant cette période était de 60%. Pour atteindre un tel niveau, il a dû s'entraîner de toutes ses forces. Pendant que Yun Xiao s'entraînait seul, la rumeur de sa victoire sur He Zheng se répandit dans toute la salle de l'attraction décuplée, et le fait qu'un homme aux capacités ordinaires ait vaincu un disciple doté de 7 chakras provoqua un profond choc chez tous. 3 jours plus tard, la porte de la chambre par laquelle Fei Yang était entré s'ouvrit enfin. Et dès que les élèves ont vu le garçon, personne n'a pu croire qu'il s'agissait du même élève. Le jeune homme, épuisé par l'entraînement, avait amélioré sa technique et affichait déjà un corps musclé et des vêtements presque entièrement déchirés. Fei Yang passa silencieusement devant les étudiants surpris et se dirigea vers la sortie. Tout le monde trouvait étrange qu'on puisse se mettre dans un état aussi catastrophique, vu que le type ne ressemblait même plus à un être humain. Mais la surprise fut encore plus grande lorsqu'un des étudiants jeta un coup d'œil à l'intérieur de la pièce où le type s'était entraîné pendant les 3 jours. Cela a immédiatement attiré l'attention de tous.
À l'intérieur, toutes les statues en fer étaient coupées en deux et gisaient en morceaux sur le sol. Personne ne comprenait comment cet homme avait réussi à réduire en miettes ces statues de fer noir centenaires. Entre-temps, Fei Yang avait déjà atteint le bâtiment du dortoir et pouvait enfin reprendre son souffle. En examinant son corps sous la douche, le garçon remarqua que ses blessures avaient complètement guéri et que la technique du tyran céleste méritait bien son titre de technique d'entraînement incomparable et était bien plus efficace que les élixirs de 9e rang. Après avoir pris une douche et enfilé des vêtements propres, le jeune homme commença à réfléchir à ses prochaines étapes. Après être devenu élève en arts martiaux, il pourrait expérimenter la technique la plus simple de traitement des matériaux, et il lui suffirait de recréer quelques médicaments de qualité inférieure pour augmenter sensiblement sa vitesse. Assis sur le lit, l'homme remarqua soudain quelqu'un qui s'approchait furtivement par derrière. Entendant des bruits de pas, Fei Yang saisit soudain la main de la personne, et d'un mouvement brusque, il renversa lui-même l'homme. Après avoir roulé sur son agresseur, il s'est affalé sur le sol, incapable de se relever. Et là, l'homme a reconnu l'étranger. C'était Han Bai, qui hurlait déjà de douleur. En regardant son ami Yun Xiao, l'homme regarda avec confusion le gros homme allongé, Han. Bai, se relevant au bout d'un moment, se mit aussitôt à tenir son bras, qui avait été récemment cassé. Fei Yang croisa les bras et déclara que le type n'avait qu'à s'en prendre à lui-même, car il n'aurait pas dû se faufiler comme ça. Décidant de changer de sujet, le jeune homme s'approcha de son ami et lui demanda pourquoi il était venu. Han Bai expliqua comment le garçon s'était comporté étrangement la dernière fois, et il décida de s'assurer que tout allait bien. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il remarqua à quel point le garçon était devenu plus fort. L'ami de Yun Xiao a essayé de découvrir pourquoi il était si fort sans chakra, et où le jeune homme avait passé tous ses jours, lui disant également que le professeur Luo Yunchang le recherchait. Tout en aidant son ami à remettre son bras en place, Fei Yang lui demanda ce que cette vilaine fille lui voulait. À ces mots, Bai ne put même plus reconnaître son ami, car cela ne lui ressemblait pas du tout. Saisissant Yun Xiao par la veste, l'homme se mit à lui crier de se débarrasser de toutes ces bêtises, car il y avait une affaire urgente, disant que personne n'avait vu Lan Fei depuis quelques jours et qu'on disait qu'il avait réussi à atteindre le 1er rang. Cela signifie que Du Feng et Luo Ji, les amis de Fei, attendent la fin de l'entraînement pour enfin se venger de lui. Mais ce dernier n'a pas du tout été effrayé par cette nouvelle. Lan Fei Yang s'ouvrit de grandes perspectives, comme la capacité de concentrer son QI originel, et ayant atteint le rang de guerrier, il entama enfin son développement sur la voie d'un pratiquant d'arts martiaux. Il y avait une énorme différence entre les guerriers et les étudiants ordinaires comme Bai et Yun Xiao. Finalement, Fei Yang put entendre parler des capacités de Fei Ya, qui était le chef de ce gang. Prenant conscience de la gravité de la situation, le jeune homme décida de se tourner vers son ami et de lui faire une demande sérieuse. Ayant éveillé la curiosité de Bai, l'homme expliqua qu'il avait besoin de médicaments. Et pour cela, il avait besoin d'argent, que Han Bai prêta volontiers à son ami. Au moment de se séparer, Bai demanda au garçon s'il n'avait pas peur du tout, sachant que sur 3000 nouveaux élèves, seuls 30 étaient les capables d'atteindre le rang de guerrier. Fei Yang tenta de calmer l'homme, lui disant que s'inquiéter ne ferait de mal à personne, et promit de lui rendre tout l'argent s'il ne mourait pas. Bai trouvait étrange que le jeune homme plaisante même dans de tels moments, et il avait vraiment remarqué à quel point il avait changé. À peine la porte de la cour refermée et Fei Yang rentré précipitamment chez lui, quelqu'un, accompagné de Han Bai, défonça soudainement la porte. L'ami de Yun Xiao fut projeté si violemment vers la maison du garçon qu'il se retrouva presque à ses pieds, le ventre perforé par le choc. Puis Chen Zhen, tout aussi vaincu, atterrit à côté de lui. Il était couvert de sang et avait même perdu une dent qui se trouvait à côté de lui. Fei Yang regarda ses amis allongés au sol et commença à comprendre ce qui se passait. Lan Fei est arrivé plus tôt que prévu. Fei, accompagné d'une foule d'assistants, s'avança d'un pas assuré vers Yun Xiao. L'homme, qui avait visiblement beaucoup amélioré sa force, déclara que puisque Yun Xiao avait osé attaquer ses camarades, il ne pouvait espérer aucune pitié aujourd'hui. Fei Yang tenta d'aider Bai et Zhen qui étaient allongés au sol, tandis que Fei s'approchait lentement de l'homme. À ce moment-là, Feng et Jie admiraient l'homme, voyant la lumière qui émanait de son ki, ce qui signifiait qu'il avait enfin atteint le rang de guerrier. Fei Yang, tenant Zhen, épuisé, était calme, car au moins les blessures de ses amis n'étaient pas mortelles, et déclara à haute voix que Fei avait non seulement atteint le 1er rang, mais qu'il brillait aussi aux yeux de tous comme une perle. Fei ne s'attendait pas à des paroles aussi insolentes.
De plus en plus furieux, il a proposé à l'homme de se mettre à genoux et d'admettre son erreur, ou bien il lui arracherait les membres. Fei Yang essaya de rester indifférent, mais l'idée de se battre contre ce type lui semblait intéressante. Et qui plus est, cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas entendu de paroles aussi audacieuses. Décidant de se battre pour ses amis, Fei Yang se dirigea vers l'agresseur en utilisant son aura terrifiante. Fei la sentit immédiatement et, au début, elle n'a même pas compris d'où cela venait. L'horreur se lut immédiatement dans les yeux de l'homme. Effrayé, il sortit aussitôt sa lame qui rougeoyait. Et brandissant son épée avec plus de force, Fei courut vers Yun Xiao qui restait imperturbable. Pourtant, Fei continuait de ressentir une peur inexplicable, même au moment d'attaquer. La peur semblait lui dire que s'il n'attaquait pas maintenant, il n'oserait plus jamais lever la main. Tout cela paraissait absurde à Fei. Il ne croyait absolument pas à la force du garçon. Fei Yang, de son côté, sortit également son épée lourde et remarqua que l'homme réagissait rapidement. Touché par l'émotion de Fei, il continua de courir vers Yun Xiao, sa lame incandescente à la main, déclarant que rire ne lui serait d'aucune utilité. Les deux hommes se sont battus, provoquant un éclair qui a empêché les autres de voir ce qui se passait. Fei Yang parvint à repousser l'attaque ennemie et, se tenant fermement sur ses pieds, il s'enfuit en courant. Le type n'a même pas perdu l'équilibre après un tel coup. Seule une entaille laissée par la lame du garçon subsistait sur son épée. Fei regarda Fei Yang, indemne, avec horreur. Les autres n'arrivaient pas non plus à croire que le jeune homme était encore en vie. Il était presque impossible pour le garçon de parer le coup, mais cela ne fit qu'attiser encore plus la colère de Fei. Un étudiant ordinaire ne pourrait pas repousser une attaque 12 fois supérieure, et le garçon pensa que les chakras de Yun Xiao s'étaient peut-être ouverts. Mais pour une raison inconnue, aucune fluctuation d'énergie n'était visible. Fei Yang, serrant fermement son épée, cria à son adversaire que malgré les circonstances, le dernier coup lui avait procuré un certain plaisir. Pour l'humilier davantage, l'homme suggéra à Fei de lui donner une petite leçon, ce qui fit chuter l'estime de soi de l'ennemi. Ces mots résonnèrent dans la cour du dortoir, provoquant l'horreur d'une telle impudence. Fei ne put s'empêcher de serrer les dents de colère. Et dans un cri strident, l'homme leva l'épée au-dessus de sa tête, créant une vive lumière rouge. Criant qu'il était un guerrier étoilé, il suggéra à Fei Yang de repousser également cette attaque. Du Fang, voyant l'épée se déplacer avec la fluidité d'un nuage, commença à admirer la technique secrète du nuage flottant du clan Lan, sachant que Yun Xiao allait définitivement connaître une fin. Fei Yang remarqua que cela ne ressemblait pas à la technique du nuage flottant, puisque l'essence de cette technique réside dans le fait que l'épée et son propriétaire sont capables de se déplacer comme des nuages, tranchant tout sur leur passage, et la façon dont le type maniait l'épée comme une tige incandescente le fit douter de sa technique. Fei, malgré les paroles de l'homme, était prête à tout pour que le jeune homme paie pour ses paroles. Voyant l'ennemi approcher, Fei Yang sourit d'un air malicieux, sachant exactement qui l'emporterait. Après s'être préparé, l'homme commença à attendre le moment opportun, serrant fermement l'épée. Après avoir remercié Fei pour ses instructions, le jeune homme ne bougea pas de sa place. Et d'un seul pas en avant, au bon moment, Fei Yang porta un coup précis à la poignée de l'épée, la faisant voler des mains de son adversaire sur le côté. Une épée rougeoyante plantée dans une clôture voisine. La lame passa à quelques centimètres seulement de Ji et Fang, qui restèrent figés d'horreur. Pour Fei, c'était le comble de la honte, et le garçon avait même peur de bouger, ne sachant pas ce qui allait se passer ensuite. Fei Yang brandit son épée devant l'ennemi et repoussa l'attaque trop facilement. Et en expirant, l'homme se sentit enfin supérieur. Il était temps d'en finir avec l'agresseur. Reprenant sa position habituelle, le jeune homme se dirigea droit sur lui. Fei, restant immobile, constatant que son épée n'était plus dans ses mains, n'arrivait pas à croire comment un individu aussi méprisable avait pu lui arracher sa lame. Les mains de l'homme se mirent à trembler de peur et de prise de conscience que, même en ayant atteint le rang de guerrier, il avait été vaincu si rapidement. L'homme était tellement absorbé par ses pensées qu'il n'a même pas remarqué le pied qui s'approchait de son visage. Une seconde plus tard, le pied de Fei Yang s'abattit sur le visage de l'homme et l'envoya valser à l'autre bout de la cour d'un coup puissant. Fei s'est même envolé hors de la cour, tandis que ses camarades regardèrent le chef avec horreur, trop effrayés pour intervenir. Lan Fei n'a même pas entendu les cris d'avertissement lorsqu'une personne s'est approchée de lui. Du sang jaillissait de son nez et de sa bouche, et une personne à proximité s'arrêta brusquement. Se retournant et tombant dos au mur, il vit Fei Yang tenant une épée, et Fei demanda avec peur ce que faisait cet homme.
Fei Yang tenait l'arme verticalement, directement au-dessus du corps de son adversaire. Et le type a même plaisanté en disant qu'après plusieurs coups d'épée, sa main était tellement fatiguée que l'épée était sur le point de tomber. Fei se mit à supplier, pris de peur, de ne pas faire cela et de retirer l'épée de ses pieds. Mais Fei Yang n'allait pas laisser le coupable s'en tirer aussi facilement. L'affrontement avec lui ne l'a pas du tout dérangé jusqu'à ce que Chen Zhen et Han Bai souffrent. Et là, il était prêt à venger ses amis de la manière la plus terrible qui soit. L'épée du garçon était si près de la dignité de Fei qu'il se mit à implorer sa pitié encore plus fort. L'homme était prêt à tout leur donner, juste pour qu'il lui retire la lame des jambes. Même Ji et Feng pouvaient sentir à quel point leur patron était effrayé et blessé. Sans hésiter, Fei déclara que si Fei voulait garder son ami entre ses jambes, alors il devait payer. Fei, qui voulait quitter cet endroit au plus vite, était prête à donner n'importe quelle somme d'argent pour rester en vie. Afin de récolter davantage d'argent, Fei Yan a également ordonné à un groupe d'hommes de main de Fei de lui remettre tout l'argent. Au bout d'un certain temps, un tas de pièces et autres objets de valeur gisaient aux pieds de l'homme. Fei, pensant avoir enfin payé, s'apprêtait à partir lorsque soudain le regard de Fei Yan se posa sur le petit objet accroché à la ceinture du type. Le jeune homme appréciait beaucoup l'amulette verte ornée d'un fil rouge et voulut immédiatement la prendre. Après l'avoir arrachée d'un seul coup d'épée, Fei poussa un cri de peur. Tenant le pendentif en jaspe entre ses mains, Fei Yang n'eut même pas le temps de réfléchir avant que l'homme ne le supplie de ne pas le prendre. Aucune supplication ne put arrêter le jeune homme, qui se contenta de regarder l'autre avec colère. Il s'avère que cette amulette de jaspe du clan Lan, transmise de génération en génération et dont il n'existe que 5 exemplaires, détermine le statut du clan Lan. Pour Fei Yang, elle peut être inutile, mais pour Fei, c'est un véritable héritage familial. Le jeune homme n'en avait cure et voulait prendre tout ce que l'ennemi possédait. Après un moment de réflexion, Fei Yan déclara que la bande de Fei lui avait donné trop peu de choses, et que soit il attendait le pendentif, soit ils deviendraient tous des estropiés comme ces deux-là. Fei regarda ses camarades, qui attendaient déjà avec terreur leur fin. Mais même si la suspension était le plus important, le fait que cet homme puisse perdre toute autorité était absolument inacceptable. Voyant ses camarades de classe effrayés, il prit finalement une décision. Après s'être raclé la gorge, l'homme a crié ostensiblement que la suspension était d'une grande importance, mais qu'il n'irait nulle part sans ses camarades. Ces paroles ont encore accru l'admiration de ses camarades pour leur chef. Et Feng et Ji n'ont même pas pu retenir leurs larmes face à un tel acte. Résigné à son sort, Fei appela ses amis et se prépara à partir. Mais Fei Yang l'arrêta immédiatement, déclarant qu'il ne le laisserait pas partir comme ça. L'homme se dirigea vers celui qui s'éloignait, brandissant son épée. Fei entendit aussitôt des pas derrière lui et comprit ce qui allait se produire. L'homme réalisa avec effroi qu'il n'aurait pas le temps d'esquiver et qu'il mourrait certainement d'une arme pointée droit sur le cœur. Et plus les pas de Fei Yang se rapprochaient, moins il restait de temps pour réaliser sa mort soudaine. Craignant pour sa propre sécurité, Fei saisit soudain la jeune fille de son clan et la plaça devant lui comme un bouclier afin que le coup tombe directement sur elle. La jeune fille n'eut que le temps de paniquer sous l'effet de la peur, incapable de s'échapper. Mais au moment où l'épée n'était plus qu'à 1 centimètre d'elle, Fei Yang la retira rapidement grâce à son anneau de stockage, provoquant chez l'élève de l'académie une peur panique de la mort. L'épée disparut des mains du jeune homme en quelques secondes. En voyant cette photo, le type a juste ri et a dit qu'il plaisantait. Fei, réalisant ce qui venait de se passer, lâcha la jeune fille avec horreur qui tomba aussitôt au sol. Le type a vu à quel point il avait rapidement sombré aux yeux de ses camarades après une telle trahison. Incapable de supporter une telle honte, Fei s'éloigna précipitamment en appelant Feng et Zheng, qui aidèrent leur ami épuisé à arriver sur place. Pendant ce temps, Fei Yang étudiait attentivement l'amulette qu'il avait acquise. C'était une authentique pierre divine du vide à 5 couleurs, capable de grandement contribuer à restaurer la force. Sans bouger de là, l'homme sentit qu'on l'observait et dit à cette personne de sortir. Quelqu'un a commencé à fouiller sur le toit de la maison. Puis il se tut de nouveau, craignant de croiser le regard de cet homme. Mais malgré tout, après quelques secondes, la silhouette surgit de derrière le toit et sauta à terre. Fei Yang savait déjà très bien qui se tenait derrière lui. Jiarong ne savait même plus quoi dire après tout ce qu'il avait vu. L'homme avait assisté à tout le combat, mais il ne comprenait toujours pas comment Li Yunxiao avait réussi à vaincre Lan Fei. Au début, il avait voulu l'attaquer par derrière pour découvrir comment neutraliser le poison. Et considérant que Rong était un guerrier de niveau intermédiaire, il s'était facilement débarrassé du garçon.
mais il commença à douter qu'il aurait pu vaincre Yun Xiao après tout ce qu'il avait vu. Désormais craignant d'attaquer l'homme, Zhong déclara qu'il n'avait rassemblé que 6 ingrédients, dont certains ne se trouvaient que dans la nature, et qu'il avait dû parcourir toute la guilde pour établir la liste actuelle. Satisfait des ingrédients, Fei Yang déclara qu'il les prendrait et força ensuite l'homme à soigner ses amis allongés au sol. Rong, ne supportant pas un tel traitement, cria qu'il ne laisserait personne lui donner d'ordre. L'homme lui a alors suggéré de partir, laissant entendre qu'il ne découvrirait pas le secret pour neutraliser le poison. Cela mit l'homme dans une colère noire, car il était un alchimiste de premier niveau exceptionnel et loin d'être le dernier de l'académie, et pourtant il devait encore servir un gamin. Mais Rong était tout simplement contraint de faire tout ce que Yun Xiao lui demandait pour enfin se débarrasser du poison dans son corps. Rong commença par aider Han Bai en lui mettant une petite pilule dans la bouche, puis aida Chen Zhen. Après avoir fait tout ce qui lui avait été demandé, l'homme a finalement demandé qu'on lui dise comment guérir. Fei Yang s'apprêtait à lui révéler la méthode de traitement, mais il changea rapidement d'avis, expliquant que des milliers de personnes lui avaient autrefois demandé de les commander et que seules quelques-unes avaient obtenu une telle opportunité. L'homme était prêt à parier que lui aussi se mettrait à le supplier. Pour Jiarong, c'en était trop de sa patience, et pour obtenir une réponse à sa question, l'homme était prêt à parler d'une manière complètement différente. Rong ne voulait pas entendre d'excuses, et il a crié qu'il ne tolérerait plus un tel traitement. Mais Fei Yang demanda à l'homme pourquoi lui, un jeune maître, tromperait un simple alchimiste de premier niveau. Après ces mots, l'homme jeta de toutes ses forces le morceau de papier contenant la recette directement dans les mains de Jun. L'homme se mit à étudier la recette, pensant qu'un si petit bonhomme ne serait pas capable d'offrir quoi que ce soit de bon. Mais après l'avoir lu, Zhong réalisa que cette recette était tout simplement un chef-d'œuvre. Il s'est rendu compte que cet homme ne l'avait pas vraiment trompé, aussi fiable que fut la recette. Et maintenant, il était enfin à égalité avec Yun Xiao, même s'il devait subir une humiliation. Sa propre vie était plus importante. Voyant l'homme partir, Fei Yang déclara soudain que sa recette pouvait neutraliser le poison de la pierre du vent de l'au-delà et de l'orchidée de sang, empêchant ainsi tout effet secondaire. Cependant, il est probable que Rong ait récemment senti son énergie spirituelle s'affaiblir et que, durant son entraînement, quelque chose ait commencé à le ronger de l'intérieur. Cela indiquait que les symptômes semblaient commencer à s'atténuer, mais qu'avec eux, sa force d'antan diminuait, et que pour la rétablir, une pratique normale de la culture ne pouvait que ralentir le processus. Bien que le poison n'ait pas fait effet longtemps, compte tenu des capacités de Zhong, retrouver son niveau d'antan était trop improbable et il ne pouvait compter que sur la chance. Mais même dans le meilleur des cas, il faudra au moins 50 ans pour s'en remettre. Ces mots furent à s'arrêter l'homme. Il faudra 50 ans pour le rétablir, et si un miracle ne se produit pas, il restera apprenti principal jusqu'à la fin de sa vie. Afin de garder cet homme à ses côtés, Fei Yang déclara qu'il connaissait une méthode qui lui permettrait de devenir un véritable alchimiste de premier niveau en seulement 50 jours. Rong n'arrivait pas à croire les paroles de cet homme, car même si son énergie spirituelle s'affaiblissait, il n'y avait aucun moyen de la restaurer en si peu de temps. L'homme regarda le vieil homme et lui demanda si Rong pensait vraiment qu'un bon arien comme lui méritait d'être trompé par Yun Xiao. Tout cela a amené l'homme à reconsidérer tout ce que l'autre avait dit. Il était très difficile de croire ses paroles, mais le désir de devenir alchimiste l'emporte sur tous les doutes. Ayant pris sa décision, Rong s'excusa auprès de Fei Yang, disant qu'il s'était laissé emporter et lui demandant si ce dernier connaissait vraiment un moyen de restaurer le pouvoir spirituel aussi rapidement. Mais Fei Yang le corrigea, disant qu'il connaissait une voie non pas de restauration, mais de transformation. Ces mots ont encore davantage piqué la curiosité de l'homme, qui a demandé ce qu'il fallait faire. Fei Yang s'assit sur le porche de la maison et déclara avec une confiance absolue que Rong devait devenir son esclave. Pour un homme, c'était de la folie, et il ne pouvait se permettre, lui, maître de l'alchimie, d'être interrogé sur une telle chose par un jeune garçon. Mais Fei Yang dit à l'homme de ne pas se faire d'illusions, car il n'était pas digne d'un tel titre, ajoutant qu'il ne lui permettrait de devenir son esclave que pendant 50 jours. Rong n'arrivait pas à croire que cet homme puisse en parler avec autant de calme. La confusion la plus totale s'empara de l'esprit de Jun, qui ne comprenait pas comment ce fou avait réussi à découvrir sa maladie et à trouver un moyen de la guérir. Remarquant que l'homme était plongé dans ses pensées, Fei Yang lui demanda si sa proposition avait vraiment offensé Rong. La proposition a vraiment offensé cet homme, mais il semblait qu'il n'avait pas vraiment le choix. Levant soudain la tête et regardant l'homme assis calmement, il ressentit une peur intense.
Ma vision a commencé à se dédoubler, et l'image du monde a semblé changer. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds, et Jong, ne comprenant pas ce qui se passait, fut pris d'une peur terrible. Il ne comprenait pas d'où pouvait provenir une telle influence spirituelle chez un enfant pareil. L'homme était terrifié, et il avait l'impression que son âme réprimait sa volonté, et que la volonté de l'autre le retenait prisonnier d'une horreur silencieuse. Finalement, Fei Yang a déclaré qu'il leur laissait 3 secondes pour réfléchir. Rong ne savait absolument pas quoi faire, et s'il acceptait, il pourrait atteindre les sommets souhaités, mais s'il refusait, il risquait de le regretter toute sa vie. Incapable de contenir sa peur, la sueur perla au front de l'homme et il bégaya. Sous la pression et la peur, Rong accepta de devenir l'esclave de Yung Xiao. Tombant à genoux, l'homme réalisa ce qu'il venait de faire et n'arrivait même pas à y croire. Fei Yang le félicita pour sa décision audacieuse, ajoutant qu'il se rendrait compte un peu plus tard de sa chance. Après lui avoir donné la recette, l'homme lui ordonna de suivre la méthode de culture décrite. Et si, dans les 5 jours, Rong n'obtenait pas la certification, alors ses capacités étaient vraiment médiocres. Rong regarda le morceau de papier avec confusion. Et après avoir lu, j'ai appris la technique de purification de l'âme. Plus surprenante encore, l'homme était choqué qu'un tel individu connaisse la technique de purification de l'âme. La description de cette technique a adouci Jong, qui a même qualifié l'homme de maître. Mais Fei Yang le corrigea, lui disant de l'appeler jeune maître. Et si Rong donnait le meilleur de lui-même, le garçon promit de ne pas lésiner sur la récompense. Rong se leva et s'inclina profondément, remerciant le jeune maître. Pour les alchimistes, nourrir son énergie spirituelle est primordial, mais pour un alchimiste ordinaire, la méthode d'accroissement continu du pouvoir spirituel est considérée comme lente. On dit qu'il existe des méthodes qui purifient directement l'âme, mais elles ne sont mentionnées que de façon fragmentaire dans des ouvrages anciens, et leur existence même est donc sujette à caution. Et maintenant, Jun a réussi à mettre la main sur un objet aussi légendaire. L'homme commença à deviner d'où venait cette terrible sensation de peur, et Yung Xiao avait forcément utilisé la légendaire technique de capture d'âme, sinon un jeune homme ordinaire n'aurait pas été capable d'exercer une telle pression spirituelle. De plus, des choses aussi précieuses que la technique de purification de l'âme ne sont pas données à n'importe qui, et probablement même la famille royale ne la possède pas. Quoi qu'il en soit, pour Rong, devenir esclave pour cette raison n'avait même rien de honteux. Et pourtant, il était tourmenté par la question de savoir qui était réellement ce jeune homme. La nuit venue, Fei Yang emmena Bai et Zhen chez lui, et ils dormirent dans sa chambre jusqu'au matin. Fei Yang lui-même s'entraînait, pensant qu'après sa réincarnation, son pouvoir spirituel n'avait même pas atteint le niveau d'un alchimiste de premier stade, et que pour intimider Jia Rong, il devait utiliser une technique de suppression de l'âme qui consommait beaucoup d'énergie. Devenir le plus fort pouvait désormais être considéré comme une question de temps, mais cet homme n'allait pas s'arrêter là, car il devait surpasser les exploits de sa vie passée et réaliser une percée légendaire. De plus, il ne peut désormais plus compter ni sur ses souvenirs ni sur la technologie du tyran céleste. Avant sa chute dans les monts Tiandang, Fei Yang parvint à découvrir une méthode de purification de l'âme, et telle était la technique divine de Dayan. Personne n'avait jamais entendu parler de cette méthode, qui dépasse toute conception de l'art de la purification de l'âme, et l'âme de cet homme est revenue, bien sûr, non sans la participation de la technique divine de Dayan. Et aussi, au moment de sa renaissance, une voix retentit en lui, prononçant le nom de cette technique. Et s'il travaille avec diligence sur la technique divine de Dayan, il recouvrera sa puissance spirituelle dans les plus brefs délais. Les ascètes du continent de Tianwu se divisent généralement en 2 catégories, ceux qui pratiquent les arts martiaux et ceux qui pratiquent l'alchimie. Les premiers cultivent principalement le QI, tandis qu'une minorité d'entre eux se concentre sur le corps et sont considérés comme des combattants ordinaires. Ces derniers, à savoir les alchimistes, perfectionnent l'âme, et les 3 groupes correspondent à des entités telles que l'esprit, l'énergie et l'âme. Ayant atteint le sommet de la perfection dans l'une d'elles, on peut devenir une menace pour le continent tout entier. Cependant, dans sa vie précédente, Li Yunxiao avait cultivé son ki et son âme jusqu'au niveau d'empereur martial et comprenait l'importance de l'interrelation entre les 3 éléments. Les empereurs titrés, qui occupèrent des places d'honneur dans le classement des individus les plus éminents, avaient atteint le sommet de 2 essences, ce qui leur conférait une supériorité absolue. Incapable de franchir les 9 étapes, Gu Feiyang savait que son propre corps ne pourrait plus réaliser de percée.
C'est pourquoi il désirait acquérir la technique du tyran céleste par tous les moyens. Ce n'est que si le corps, l'âme et l'énergie atteignaient simultanément leur apogée que se présenterait l'opportunité d'atteindre le stade final. Sa force spirituelle devrait se rétablir très rapidement, et grâce à la technique divine d'Ayan, l'âme de Fei Yang atteindra le sommet d'un empereur de 9e rang. Et lorsque viendra le moment d'unir les 3 entités, il transcendra les limites et deviendra invincible. À l'aide de la pierre du vide divin, il faut extraire 13 aiguilles spirituelles, ce qui suffira à libérer tout le potentiel du corps. Comme Jiarong avait tout fait correctement et préparé du matériel de qualité, l'homme était prêt à 100%. Après avoir enfilé une blouse noire moulante et pris son épée, Fei Yang jeta un sac de sable dont les grains brillaient dans l'obscurité. L'ayant lancé plus haut, le sable s'est dispersé et a formé un dôme au-dessus de la tête de l'homme. Attendant que le sable fasse effet, l'homme resta là un moment. Et soudain, le sable lui-même traça une rune autour de lui, à l'intérieur d'un cercle. Finalement, le moment de l'amulette arriva. Le jeune homme la sortit de sa poche et la lança pas trop haut. Puis il la découpa en plusieurs morceaux avec son épée. Et dès que la pierre se fissura, une pierre jaune et transparente apparut devant les yeux de Fei Yang. Il en vint ainsi à posséder une enveloppe de pouvoir spirituel, à travers laquelle il pouvait contrôler la matière. Après avoir rassemblé dans la pièce tous les flacons contenant les ingrédients nécessaires, le jeune homme commença à préparer le remède. L'homme a également récupéré l'amulette brisée. Grâce à son expérience d'alchimiste de haut niveau, préparer des médicaments pour Fei Yang ne posa aucun problème. Et alors, cet homme pourra rapidement purifier la pierre et préparer la potion nécessaire. Ce qu'un alchimiste de premier niveau peut faire est également accessible à un apprenti ordinaire. Après avoir mélangé les réactifs, le jeune homme utilisa la trempe des aiguilles de l'amulette. Les aiguilles étaient alignées comme en rang d'oignons, prêtes à fabriquer des médicaments. Au bout de quelques minutes, la potion était créée. Il est temps de prendre des médicaments pour retrouver vos forces. Les aiguilles commencèrent à former un cercle au-dessus de la tête du garçon à mesure que le médicament était appliqué. Et dans le corps de Fei Yang, le processus de perforation et de purification des canaux commença. Le corps de cet homme était transpercé de nombreuses aiguilles, lui laissant plusieurs cicatrices, mais ce n'était pas la fin. Dès que tous les chakras s'ouvrirent, l'air de la pièce se mit à luire d'un vert éclatant, et son corps tout entier commença à absorber le pouvoir du remède. Dès que son effet maximal fut atteint, une force de chakra apparut autour de l'homme. Après avoir été exposé à cette lueur, sa peau était légèrement verdâtre, un effet secondaire. Mais Fei Yang n'y prêtait pas attention, car il se sentait désormais plus fort. Il est vrai que 5 chakras seulement ne suffisaient pas à ce type, mais pour un début, c'était un bon résultat. Les aiguilles de pierre divine du vide ont permis de libérer un potentiel considérable de ce corps, et il serait judicieux d'obtenir les 4 autres auprès du clan Lan. Après s'être habillé et avoir quitté la pièce, le type tomba immédiatement sur Bai et Zhen, qui avaient repris leurs esprits et criaient que Yun Xiao était allé trop loin en défiant Lan Fei. Et c'est seulement à ce moment-là que Zhen remarqua que quelque chose n'allait pas chez le type. L'effet secondaire de la peau verte n'avait pas encore disparu. Alors Fei Yang décida de tout expliquer au gars dans un environnement calme. Quand le type a raconté à ses amis ce qui s'était passé la nuit précédente, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Le jeune homme a raconté comment il avait mis tout le monde KO et volé tous ceux qui étaient venus la veille, sans oublier de préciser qu'il était parvenu à ouvrir 5 chakras. Jeune et Bai se regardèrent avec surprise. Tous deux savaient que le fils du général Fei Long ne pouvait évidemment pas être un perdant, et à présent, le garçon était devenu plus fort. Mais Bai ajouta que, bien sûr, c'était une bonne chose que Yun Xiao ait ouvert ses chakras, mais que cela ne ferait qu'engendrer davantage de problèmes, et que Lan Fei et ses amis ne reculeraient devant rien. Dans tout l'état de Tianshui, seules 2 personnes avaient atteint le 5e rang, et parmi elles se trouvait le directeur de l'académie Jialan, Zhu Lishan. Par conséquent, dans ce cas précis, si Fei dénonce cet homme, le directeur devra se débrouiller seul, et finalement, les bagarres entre élèves ne sont pas interdites au sein de l'académie. Bai décida de lui rappeler que Lan Fei ne posait certainement aucun problème, mais qu'il y avait un élève qui occupait la 3e place du classement des élèves les plus brillants de l'académie. Il s'agissait du demi-frère de Lan Fei, Lan Xuan. Il devrait obtenir son diplôme cette année, et des rumeurs circulent selon lesquelles sa force aurait déjà atteint le niveau master. Et après l'obtention de son diplôme, il sera probablement immédiatement intégré à la garde et deviendra maître à 18 ans. Une chance incroyable et, à en juger par sa vitesse de croissance, il a toutes les chances de devenir commandant en chef de l'armée.
Toutes ces pensées ont vraiment effrayé les amis du garçon, et Fei Yang s'est empressé de les calmer en disant que Xuan viendrait le chercher. Eh bien, s'il ne vient pas, l'autre viendra le chercher lui-même. Bai et Jen pensaient que leur ami ne ferait qu'empirer les choses, mais pour Fei Yang, c'était une excellente occasion d'acquérir une autre pierre. Entre-temps, l'homme a crié qu'il avait parfaitement le droit d'être indigné après tout ce qui s'était passé. Mais le professeur de l'académie, Wang Feng, ordonna au garçon de se taire et de ne pas faire de bruit. Et bien que, heureusement, Xuan fût alors en pleine méditation, tout le travail que cet homme avait investi en lui pouvait s'effondrer en un instant. Fei a poursuivi en disant qu'il voulait seulement que Xuan donne une leçon à ce minable. Mais Feng a rappelé au jeune homme que son frère n'était pas du tout une personne aimable. Afin de ne pas impliquer Xuan dans cette affaire, l'homme tenta de convaincre Fei d'oublier ce garçon. De plus, cet homme a perdu le symbole de l'héritage du clan et si Xuan l'apprend, ce sera très grave. Au mieux, Fei pourrait être réprimandé et perdre le soutien du clan, et au pire, perdre son droit à la succession directe et être relégué à une branche collatérale de la parenté. L'homme ne savait absolument pas quoi faire et a essayé de toutes ses forces de demander conseil. Feng réfléchit un instant et déclara que la certification annuelle aurait lieu dans 1 semaine et que l'homme postulerait pour devenir examinateur principal. Si Yun Xiao n'avait pas encore ouvert ses chakras, alors, conformément au règlement de l'académie, s'il ne manifestait pas l'éclat de ses chakras, Feng était pleinement en droit de l'expulser. Et lorsqu'il sera expulsé, cet homme s'emparera de l'héritage familial, puis le battra comme Fei le souhaite. Le garçon, ayant entendu le plan de son oncle, demanda s'il devrait vraiment se souvenir de cette journée honteuse pendant encore 1 semaine, car il voulait se venger plus vite. Mais l'homme a rétorqué que si le garçon n'était pas capable de supporter un test aussi insignifiant, comment pourrait-il lui confier des affaires importantes à l'avenir? Feng a également déclaré qu'il était très inquiet pour la sœur du garçon, car il y avait une énorme différence entre lui et Lan Xuan. C'est alors seulement que Fei décida d'écouter son oncle, laissant Yun Xiao s'amuser une dernière fois. Cependant, l'individu avait déjà préparé tout un plan pour se moquer de son agresseur grâce à cette idée. Le garçon, et en s'approchant, Fei murmura tout ce qu'il comptait faire. Feng éclata immédiatement de rire, félicitant son neveu pour cette excellente idée. Cette nuit-là, Fei Yang se sentit enfin plus forte. Le garçon pratiquait la technique d'Ayan dans sa chambre, lorsqu'il a soudain entendu quelqu'un marcher derrière sa maison. Grâce à sa vision spirituelle, il aperçut 2 personnes dans sa cour. S'étant précipité pour ouvrir la porte, le jeune homme ne trouva personne. Devant lui se trouvait seulement une lettre adressée à Yun Xiao. En l'ouvrant, le garçon découvrit un message de Luo Lando, qui souhaitait rencontrer le jeune homme ce soir, sous la pleine lune, dans l'érablière. Au début, le type ne se souvenait même plus qui était Lando. Mais en repensant à cette journée d'entraînement, le garçon comprit immédiatement quel genre de fille elle était. Comblé de joie par cette nouvelle, Fei Yang se rendit rapidement à l'érablière. Pendant ce temps, 2 hommes de Fei mettaient à exécution le plan de l'individu, tenant un sac contenant diverses choses. Tout en vaquant à leurs occupations, ils discutèrent de la naïveté de Yun Xiao qui pensait qu'une fille comme Lando le remarquerait vraiment. Il s'est avéré que Fei Yang était monté dans un arbre et avait clairement vu quelqu'un s'introduire par effraction chez lui. Tout cela a grandement alimenté la curiosité de cet homme quant à ce que ces gens faisaient exactement chez lui. En entrant chez lui, le jeune homme découvrit sur son lit un tas de sous-vêtements féminins, parsemés d'une substance brillante et dégageant une odeur âcre. En regardant le lit, Fei Yang comprit immédiatement que c'était l'œuvre de Lan Fei. Et puisqu'il avait décidé de jouer un jeu dangereux, la réaction de ce dernier ne tarderait pas à venir. Le bosquet d'érable sert de terrain d'entraînement à l'académie Jialan, mais à la nuit tombée, il se transforme en un havre de paix pour les couples qui souhaitent se câliner en toute intimité. En traversant la forêt, l'homme a vu plusieurs couples s'enlacer et faire l'amour. Mais une jeune fille courut vers Fei Yang en continuant de crier. Un homme la poursuivait, visiblement avec l'intention de lui faire des choses inappropriées. La jeune fille a couru vers le garçon et s'est mise à le supplier en larmes de l'aider. Mais soudain, l'épée de Fei Yang apparut devant son visage. L'homme, tenant l'arme juste devant la fille, pensa qu'il devait s'attendre à une sorte de ruse. La pauvre fille ne comprenait pas ce que faisait le type. Fei Yang lui a brièvement ordonné de rester immobile si elle voulait vivre. Les larmes commencèrent à couler des yeux de la jeune fille, et elle déclara que le garçon qui courait la harcelait. Mais Fei Yang ne voulait pas vraiment y croire. Soudain, l'homme qui courait après la fille l'a attrapée par les épaules et lui a dit de déguerpir s'il tenait à la vie.
désireux de la prendre pour lui-même, tandis que Fei Yang restait immobile. Après avoir jeté la jeune fille à terre, l'homme a crié encore plus fort au jeune homme de déguerpir, car il devait finir ce qu'il avait commencé. La jeune femme continuait de pleurer, suppliant Fei Yang de ne pas partir. En voyant la jeune femme sans défense, quelque chose changea chez cet homme. Puis, déboutonnant le premier bouton de sa chemise, Fei Yang déclara qu'elle n'avait rien à craindre. La jeune fille, repoussant le garçon qui se trouvait sous elle, tenta de se relever. Elle courut alors vers Yun Xiao, qui était resté immobile, tandis que l'homme au sol déclara qu'il était Liu Yitian et que son père était le commandant de la garde royale. Fei Yang, et je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai dit qu'il la sauverait, mais que ce ne serait pas lui qui le ferait. Soudain, les élèves et leurs professeurs commencèrent à sortir des buissons. Le directeur des études, Feng Buping, a crié sur Liu Yitian, lui demandant comment il avait pu commettre un acte aussi honteux. Yitian leva les mains comme un criminel, ressentant aussitôt l'aura terrifiante émanant du maître et comprenant pourquoi on l'appelait le dieu du meurtre. À ce moment-là, Lan Fei, assise dans les buissons, ne comprenait pas ce qui se passait ni pourquoi le professeur Feng était soudainement apparu dans le bosquet. L'enseignant, incapable de contenir ses émotions, frappa violemment Yitian au visage, le faisant tomber au sol. D'autres élèves se mirent également à sortir de la forêt en courant, et Han Bai cria qu'ils ne resteraient pas les bras croisés et qu'ils achèveraient l'animal qui avait osé offenser le plus jeune élève. L'enseignante, s'étant assurée que le coupable serait sanctionné, s'empressa de savoir comment se sentait la jeune fille. En apprenant qu'elle s'appelait Meng Wu, Fei Yang la saisit par la taille, remarquant qu'elle tremblait de peur. L'homme a dit que tant qu'elle serait avec lui, elle n'avait rien à craindre. Meng Wu commença à soupçonner que l'homme semblait avoir compris que tout cela n'était qu'un piège. Tandis que Fei Yang tenait Wu par les épaules et le conduisait dans un endroit sûr, le professeur Feng ajouta qu'il n'y avait plus rien à craindre et que si Yun Xiao ne l'avait pas informé, les conséquences auraient pu être inimaginables. Ayant promis de prendre soin de la jeune fille, Fei Yang attendit que le professeur parte. À ce moment-là, Fei restait assis dans les buissons et Du Feng, paniqué, commença à dire qu'il fallait sauver Yitian. Mais Fei a dit qu'il valait mieux se sauver eux-mêmes, car s'ils sortaient maintenant, tout le monde serait piégé. Au bout d'un certain temps, les hommes de Fei sont revenus et ont déposé des affaires chez Yun Xiao. Les deux garçons pensaient avoir parfaitement réussi à ternir la réputation de Yun Xiao. Fei espérait qu'au moins cette partie du plan fonctionnerait et voulait déjà voir comment le type allait se sortir de ce pétrin. À ce moment-là, Fei Yang serrait Meng Wu dans ses bras. L'homme attendait que Lan Fei sorte. Mais soudain, le professeur Feng surgit du coin, tenant Yitian, roué de coups, par la peau du cou. Meng Wu regarda le garçon battu avec crainte, réalisant que si elle était découverte, ce serait très grave. Et la jeune fille resta là, silencieuse, allongée dans les bras de Yun Xiao. Feng Buping, tenant le garçon dans ses bras, vit comment Yitian avait été battu par une foule d'étudiants. Satisfait de son travail, Han Bai échangea un regard souriant avec son ami. Après avoir réglé le problème, le professeur a dit à tout le monde de rentrer chez soi et qu'il ferait lui-même un rapport au directeur. En regardant Yun Xiao, l'homme déclara qu'il n'était plus nécessaire de tenir Meng Wu dans ses bras et demanda si quelqu'un présent connaissait la jeune fille. Un des étudiants qui vivait dans le même dortoir que Wu s'est porté volontaire pour la raccompagner chez elle, et Fei Yang lui a donné son manteau et l'a laissé partir. Tandis que Wu s'éloignait, elle jeta un bref coup d'œil au garçon qui lui faisait signe. Fei Yang a crié à la fin que si quelque chose arrivait, elle pouvait toujours l'appeler. Soudain, une foule d'étudiants est sortie à leur rencontre. Lan Fei marchait en tête, suivie d'une foule de jeunes filles, d'autres étudiants et même d'une princesse. Fei, décidant de prendre la parole immédiatement, déclara qu'il y avait un voleur dans l'académie et un pervers de surcroît. Après un silence, l'homme annonça à haute voix que les sous-vêtements des filles avaient disparu. Le professeur Feng, apercevant la princesse, ne s'attendait pas du tout à la voir ici. Mais il s'est avéré que la jeune fille s'était aussi fait voler quelque chose, et elle n'allait pas rester les bras croisés. Fei continua de crier que quelqu'un avait remarqué le voleur qui courait vers l'érablière. Mais soudain, un des élèves a demandé au type pourquoi il se souciait de la disparition des sous-vêtements des filles. Tout le monde autour a commencé à poser la même question, car cela paraissait vraiment suspect. Un des hommes dans la foule qui avait vu le voleur s'est soudain mis à crier. L'homme a raconté que le patron était tellement contrarié par la situation qu'il a décidé d'en informer immédiatement tout le monde. Et Fei a ajouté, en signe d'approbation, qu'en tant qu'élève de l'académie, il se devait de remplir ses devoirs. Pour détourner les soupçons, l'homme a crié sur Yun Xiao,
lui demandant pourquoi il changeait de sujet et que cela signifiait qu'il avait forcément quelque chose à cacher. Fei Yang demanda en retour ce que Fei essayait de lui reprocher.